En Ituri, question de redonner espoir à ces peuples meurtris par les armes de la violence armée et rehausser les morales des forces armées engagées dans la traque de forces négatives. Nous avons voulu inviter le chef de l'État pour venir redonner l'espoir à cette population meurtrie. Cette population iturienne qui est tuée, qui meurt depuis près de 10 ans. Sa visite en Ituri pourrait redonner l'espoir, mais pourquoi pas venir compatir avec ces veuves, ces enfants orphelins, mais aussi sa visite à Bunia pourrait remonter la morale des militaires qui sont engagés dans différents fronts à travers la province. Venir à Bunia pourrait redonner l'espoir à ce peuple qui est abandonné à lui-même. Occasion pour ces juristes de rappeler aux groupes armés au respect de leurs actes de cessation des hostilités. À nos frères qui ne cessent d'endeuiller leurs propres frères, d'abandonner cette sale besogne, de retourner et qu'ensemble nous puissions bâtir cette province. La pacification de l'Ituri est un impératif pour le rétablissement d'une paix durable dans cette partie du pays. Le gouverneur du Sud Kivu, pour sa part, milite pour la sécurité et la cohésion sociale pour le développement de sa juridiction malgré les nouvelles stratégies mises en place par les ennemis de la paix. Reportage. Au cours de cette semaine, il s'est tenu autour du gouverneur des provinces, professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, une réunion de grande portée dans laquelle les points de vue ont été harmonisés entre les gouvernements provinciaux, les représentants des communautés tribales d'Ouvira, les sages d'Ouvira, l'AFEC, les députés provinciaux et les représentants des volontaires pour la défense de la patrie, les Wazalendo. Au cours de ces échanges, il s'est avéré qu'il n'y avait aucun problème entre l'autorité provinciale avec une frange des Wazalendo ni quelconque communauté tribale. Nous allons d'abord remercier sincèrement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de faire tout ce qui est à son possible pour que la paix, la sécurité, la stabilité reviennent, notamment l'intégrité territoriale, que le Nord Kivu, le Sud Kivu, qui sont attaqués par le M23 appuyé par le Rwanda, soient libérés le plus rapidement possible. Nous avons confirmé notre combat de toujours pour renforcer les différentes lignes de front pour appuyer nos Wazalendo qui ne meurent pas de faim, de quoi acheter ce qu'il faut pour tenir. Le gouverneur, professeur Jean-Jacques Pouroussi, a fait une descente sur le terrain pour superviser les travaux de construction du tronçon routier rond-point Kavimvira jusqu'au port public de Kalundu sur la route nationale numéro 5, des travaux financés entièrement par le gouvernement congolais. Pour la première fois, grâce au gouverneur de la province du Sud Kivu, professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, le génocide congolais pour des gains économiques Génocost a été commémoré dans la ville d'Ouvira le 2 août 2025. Kakungwe, site où plusieurs Congolaises et Congolaises avaient été massacrés par les militaires rwandais du Rassemblement congolais pour la démocratie RCD en 1998, a été choisi pour recevoir des milliers de Congolais pour cette commémoration. Faire le constat de l'état de délabrement du Centre national d'apprentissage pour handicapés physiques et invalides et poser le base d'un projet de réhabilitation sont là les objectifs de la visite d'évaluation de la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et une délégation des diplomates des experts de la JICA. Betty Amani nous en dit plus dans ce reportage. Autonomiser les personnes vivant avec handicap pour favoriser leur inclusion sociale, c'est les combats que mène la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Maître Irène Sambo-Diata, avec l'appui du gouvernement souminois, dans la droite ligne de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce mercredi 6 août, la ministre déléguée a conduit une délégation composée des diplomates japonais, des experts de la JICA, agence japonaise de coopération internationale, ainsi que des cadres de son ministère pour une visite guidée au Centre national d'apprentissage professionnel pour handicapés physiques et invalides, CENAFI. Objectif, constater l'état de délabrement avancé des infrastructures en vue d'une réhabilitation complète et d'une nouvelle construction avec l'appui technique de la JICA. À l'issue de cette visite, la partie japonaise a proposé la mise en place d'une commission ministérielle chargée d'examiner les aspects techniques du projet avant une validation conjointe. Une fois cette étape franchie,
les travaux pourront débuter. La ministre René Sambodiata a salué l'expertise japonaise en matière d'inclusion des personnes vivant avec handicap, soulignant que c'est cette expérience qui justifie le choix porté sur la JICA pour accompagner ce projet ambitieux. L'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA a été doté de nouveaux bâtiments et l'inauguration de ces infrastructures a eu lieu à Kinshasa. Un reportage Jean-Pierre Ndolo Demazo. C'est un bâtiment de 5312,03 mètres carrés qui vient d'être mis à la disposition des étudiants. Il comporte 4 auditoires avec une capacité d'accueil chacun de 300 étudiants, 21 bureaux modernes, 3 blocs sanitaires, un laboratoire et une salle de réunion pour les professeurs. Le bâtiment dénommé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo peut accueillir 1800 étudiants, selon l'architecte Bienvenu Kakoulé. Le représentant des étudiants a émis le vœu de voir ce bâtiment équipé. Étant donné que ces nouveaux bâtiments nous sont livrés sans être équipés, nous vous prions, Excellence, de bien vouloir intercéder auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Pour sa part, le directeur général de l'ISTA, le professeur Anakle Kayouli Bititi, se dit satisfait de la construction de cet édifice et a invité les étudiants d'en faire bon usage. La cérémonie d'aujourd'hui consiste à procéder à l'inauguration de nouveaux bâtiments qui viennent ainsi enrichir notre patrimoine immobilier. Nos sincères remerciements et notre profonde gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'attention particulière qu'il porte à l'enseignement supérieur et universitaire par de grandes actions de rénovation de leur infrastructure immobilière. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a été représentée à cette cérémonie par le secrétaire général de l'Enseignement supérieur et universitaire. Les architectes congolais s'apprêtent à organiser général ce samedi 9 août 2025 à la salle paroissiale de Notre-Dame du Congo, une initiative du comité de sages de l'Ordre national des architectes. Plus de précisions avec Malumbela. Doté d'un cadre juridique depuis 2018, l'Ordre national des architectes connaît un dysfonctionnement avec une gestion caractérisée par les bicéphalismes. Les comités des sages d'Elona est monté au créneau, d'où la tenue de l'Assemblée générale le 9 août 2025. C'était une réunion des préparatifs de la journée du 9 août où nous, le comité des sages, avons convoqué l'ensemble des architectes, sans exclusion, pour amener les architectes qui aujourd'hui connaissent une crise dans notre corporation, pour qu'il y ait l'unité. Face aux charlatans et autres catastrophes dans le secteur d'urbanisme, la réorganisation au sein de la corporation s'impose pour que l'Ordre national des architectes joue son rôle crucial. Il faut rappeler aux confrères architectes que nous avons une longue histoire. Voilà une ASBL qui est aujourd'hui instituée ou gérée par une loi, et les architectes ne semblent ne pas prendre conscience de cette évolution. Donc il faudra bien que les plus âgés aujourd'hui aussi prennent le temps d'expliquer aux plus jeunes d'où nous venons et quels sont les objectifs. Pourquoi un ordre? Pourquoi nous avons cherché un ordre? Et maintenant que nous l'avons, qu'est-ce que nous en faisons? Il ne faut pas qu'on réalise en 2022 que nous sommes revenus en 1956. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'un architecte ne puisse pas assister son homologue, tout simplement parce qu'il pense qu'il est telle ou telle tendance. Les tendances n'existent plus. Et à partir de samedi, nous allons faire en sorte que les tendances n'existent plus au sein de l'ONA. Il est donc temps de mettre de l'ordre dans l'ONA, car ces cadres institués par les législateurs congolais en lieu et place du décret royal permet de veiller à l'encadrement de la profession d'architecte, au respect de règles déontologiques, aussi bien à la promotion de l'architecture de qualité.
L'actualité, c'est aussi l'obtention des diplômes d'une cinquantaine de finalistes des humanités issus de différentes filières de l'école internationale turque Marif. C'était au cours d'une cérémonie de graduation organisée par les directeurs pays de la Fondation Marif. Eric Kabamba. Une dernière photo de famille pour immortaliser ces instants historiques pour ce lauréat de l'école internationale Marif qui vient de dire au revoir aux études humanitaires. Issus de la section littéraire, mathématiques, physique, commerciale, informatique et biologie-chimie, ces élèves ont reçu leur diplôme de maître des autorités de cette école au cours de cette cérémonie de graduation. Le directeur pays de la Fondation Marif a félicité ces heureux lauréats pour les efforts fournis et aujourd'hui couronnés d'une grande réussite. Vous, chers diplômés, êtes désormais cette lumière. Félicitations à la promotion de l'année 2024 et 2025, que votre avenir soit à la hauteur de vos rêves. Les autorités de cette école internationale sont appelées à maintenir cet élan de bonne qualité de formation dispensée pour offrir à la RDC dans les prochains jours des bons sur le d'emploi, a dit l'ambassadeur des Turquies en RDC. À travers vos comportements, vos réussites et les valeurs que vous incarnez, vous allez promouvoir la RDC dans le monde et tisser des liens d'amitié durables avec les pays hôtes. Pour la bonne formation reçue, ces élèves sont appelés à porter toujours haut l'étendard de cette école, a lâché l'un des membres du conseil administratif de cette école. Ce moment festif a été aussi coloré par l'interprétation des chansons turques et congolaises, des poèmes et des danses. Question d'égayer l'assistance. C'est dans le but de recadrer les priorités et de rappeler les obligations liées à leur nouvelle fonction que le gouverneur de la ville-province Kinshasa a réuni les dirigeants nouvellement nommés à la tête de régie financière et services publics urbains. Des précisions avec Serge Merlemata. Il s'est agi lors de cette rencontre que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a eu avec les dirigeants des régies et services publics de la capitale, nouvellement nommés, principalement de leur donner des recommandations pour plus d'efficacité et de probité dans l'exercice de leur mission. Dans son propos, l'autorité urbaine de Kinshasa a rappelé les défis auxquels fait actuellement face la ville de Kinshasa dans quasiment tous les secteurs, notamment l'assainissement, la gestion des déchets, la mobilité, ainsi que la régulation de la circulation routière. De ces faits, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba-Lubaki, les a invités à jouer pleinement leur rôle en vue de la matérialisation du programme et de la vision portée par le gouvernement provincial. Question de redorer l'image de la capitale congolaise d'un ton ferme. Les premiers citoyens de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a insisté sur la transparence dans la gestion des finances publiques afin de maximiser les recettes. Vous devez comprendre le bras agissant de notre politique, ce sont vos structures. La concrétisation de notre politique, c'est le travail que vous réalisez au quotidien. Je profite de l'occasion aussi pour vous féliciter et vous rappeler que Kinshasa attend beaucoup de nous. Par ailleurs, le gouverneur de la ville de Kinshasa les a exhortés à bannir l'inaction et l'immobilisme. Face aux multiples attentes des Kinoises et Kinois, a rappelé le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, l'exécutif provincial, appuyé par ses régies et services publics, doit donner des résultats palpables et concrets. Suivons à présent ce qu'a été cette cérémonie de remise des actes de naissance et d'enregistrement des enfants à l'état civil dans la commune de Bumbo. Cette cérémonie de remise symbolique des actes de naissance issus de la campagne de rattrapage aux parents organisée dans la commune de Bumbu vise à sensibiliser les parents de cette municipalité à l'importance de l'enregistrement des enfants à l'état civil. Plus d'1 million d'enfants enregistrés de 2024 à 2025 grâce à ces projets en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la Santé. L'objectif est d'intégrer l'enregistrement des enfants dans la vaccination de routine dans 5 communes, entre autres la commune de Massina, de Bumbu, de Kintambo, de Ngaba et la commune de la Gombe. Trop de parents étaient ignorants concernant l'enregistrement des naissances dans les délais normaux de 90 jours. L'UNICEF a fait que les enfants qui ont raté l'acte de naissance
puissent se rattraper. Et surtout que nous sommes des Congolais, un Congolais ne peut pas rater son acte de naissance. C'est pourquoi je suis en train d'exhorter tous les parents qui sont là. Dès que l'enfant est né, il faut aller vite au bureau de l'état civil pour l'enregistrement de cet enfant. Ces projets a bénéficié de l'appui financier et technique de l'UNICEF, conformément à l'article 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant, à l'article 6 de la Charte africaine des droits et le bien-être de l'enfant, défini dans le Code de la famille, aussi dans la loi portant protection de l'enfant en République démocratique du Congo. Célestin Moukeba et Malangou Kabedi, respectivement nouveau directeur général de la Caisse générale d'épargne du Congo, Cadeco SA, et présidente du conseil d'administration, les deux ont pris officiellement leurs fonctions. La cérémonie des remises reprises a eu lieu au ministère du portefeuille. Yvette Makotima, Fiston Evingana. Une nouvelle équipe dirigeante avec comme mission remettre sur orbite la Caisse générale d'épargne du Congo, Cadeco SA. Célestin Moukeba Muntouabou est le nouveau directeur général de la Cadeco en remplacement de Juliette Mbambou Mougolé, et au poste du président du conseil d'administration, Malangou Kabedi Mboui prend la place de Jean-Pierre Dikoma. L'enjeu le plus important, c'est que la Cadeco devienne un instrument efficace au service de la mise en œuvre de la stratégie d'inclusion financière. Tout en mesurant l'ampleur de la tâche, le directeur général entrant, Célestin Moukeba, qui a remercié les chefs de l'État pour le choix porté en sa personne, s'est dit confiant quant à la transformation des défis en opportunités. Je vois la détermination aussi grande dans notre chef et dans le chef de tout le personnel de la Cadeco, parce que nous souhaitons que cette institution revienne à sa place d'antan, à la promotion de la culture d'épargne dans notre pays. Nous pensons réellement que c'est possible que nous puissions relever ces défis ensemble. Collecter l'épargne, promouvoir l'épargne et de réinvestir le fonds collecté dans le développement social et économique du pays, la Cadeco joue un rôle clé dans la mobilisation de l'épargne et son utilisation pour des projets de développement, notamment les financements de l'habitat, l'octroi des crédits aux PME et le soutien aux régies financières. Dans la province du Maniema, le tribunal de grande instance de Kindu a organisé une audience foraine à la prison centrale avec l'appui financier de la Caritas Kindu. Reportage. Le tribunal de grande instance de Kindu a organisé une audience publique foraine à la prison centrale de Kindu, au cours de laquelle 7 prévenus étaient à la barre, poursuivis pour meurtre du fait Papi Omenya, coups et blessures et association de malfaiteurs. Le fait avait eu lieu le 3 février 2024. Suivez Maître Félix Okenge de la défense et Maître Kakule Pilipili, avocat de la partie victime. Et pour les prévenus, pareil, on plaide coupable en sollicitant du tribunal les circonstances atténuantes. Et d'autres non pas à leur charge, eh bien, nous avons plaidé non coupables et sollicité du tribunal pour qu'il les acquitte purement et simplement. Démontrer que c'était une association de malfaiteurs qui s'est organisée, qui s'est pérennisée, avec tous les témoignages qui ont été recueillis, que ces criminels-là, la partie de ces criminels-là qui ont été arrêtés parce que les autres sont recherchés, vont être condamnés. Notez que la commission diocésaine de justice et paix, CDJP en sigle de la Caritas Kindu, accompagne les victimes des violences électorales devant les instances judiciaires en exécution de son projet d'appui aux enquêtes et aux poursuites de dossiers relatifs aux violences électorales, processus 2023-2024. Explication de Maître Mouchaba Saleh Baudouin, le coordonnateur de la CDJP Kindu. Au processus électoral 2023-2024, plusieurs acteurs politiques ont créé des groupes de jeunes qu'on appelle communément base. Et ces jeunes se sont distingués par des actes de violence et ils ont causé plusieurs dégâts. Nous sommes très contents parce que la cause a été instruite et plaidée et aujourd'hui elle est prise en délibéré et que nous attendons un jugement qui pourra corriger ces comportements antisociaux et nous pensons que ça aura un impact au processus électoral futur.
Dans le Bazouélé, sur 751 millions de francs congolais alloués à l'aménagement de la voirie urbaine de Bouta, plus de 719 millions ont été dépensés sans aucun chantier visible. Face à cette situation, le gouverneur Mike David Moukeni a évoqué une réunion de crise et puis mené une inspection surprise sur le terrain. Reportage. Puisque vous vous êtes arrêté, ok? Je voudrais savoir ensuite. Le nouveau financement est de l'ordre de combien? C'est un message fort envoyé au réseau mafieux. Accusé des détournements de fonds publics, l'équipe de l'Office de voirie et drainage OVD province du Bazouélé va répondre devant les instances judiciaires. Le gouverneur de province, Mike David Moukeni Amissi, a décidé de frapper fort, tandis qu'un audit interne est lancé pour faire toute la lumière sur la gestion opaque de ces ressources publiques. Il s'agit de plus de 751 millions de francs congolais alloués pour l'aménagement de la voirie urbaine de la ville de Bouta. Malgré les décaissements de plus de 719 millions de francs congolais, aucun chantier n'a vu le jour, suscitant ainsi colère et indignation. C'est intentionnel. Moi j'ai vu là-bas, il n'y a même pas de fenêtres. Vous mettez des ciments comme ça sans fenêtre. Et quand il pleut, comme c'est l'argent de l'État, vous pensez que vous pouvez jouer avec ça comme vous voulez. C'est fini, hein, cette histoire que vous avez fait les années antérieures. Avec moi, ça ne va pas passer. Nous venons de constater des indices sérieux de détournement de l'argent de l'État. L'OVD, province du Bazouélé, a reçu des financements du gouvernement national et il devait faire des travaux dans la ville de Bouta. Malheureusement, le premier acompte a été versé au mois de mai. Le deuxième a suivi, et jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, sur un total de 750 millions, à peu près 710 millions décaissés, aucun travail effectué dans la ville de Bouta. On nous a dit qu'ils avaient acheté des matériaux, nous sommes venus vérifier, mais tous les matériaux qu'ils avaient achetés, ce sont en réalité des faux et des sacs de ciment déjà abîmés, inutilisables. Donc c'est un constat amer. Et nous sommes obligés de laisser maintenant la justice faire son travail. Alors que Mike David Moukeni œuvre à restaurer la gouvernance et le développement de la province, certains cadres persistent dans les pratiques de prédation en contradiction flagrante avec la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, incarné en province par le chef de l'exécutif provincial. Et ceci va servir certainement d'exemple. La salle La Ricarde de Cabinda servit de cadre à la première réunion, exercice 2025 du comité provincial de pilotage, programme d'investissement pour la forêt et la restauration de savane. Reportage. Sous la présidence du gouverneur Iron Van Kalou, la première réunion du comité provincial du pilotage COPIL du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes Piforest s'est tenue ce mardi 5 août 2025. Cette session a rassemblé diverses parties prenantes, notamment les délégués des ministères de l'Agriculture, du Développement rural, des Affaires foncières, de l'Aménagement du territoire, ainsi que les représentants de la société civile et des organisations des populations autochtones. Lors de cette rencontre, le ministre provincial de l'Agriculture et du Développement durable, Doris Kayoka, a souhaité la bienvenue à la délégation des UCPF et a exprimé ses vœux pour un agréable séjour dans la province de Lomami. Dans son intervention, Afermi Koufinu, expert l'UCPF, a présenté un état des lieux détaillé des activités du programme en abordant chacune des composantes et en évaluant les niveaux d'atteinte des indicateurs intermédiaires. La signature des contrats avec les agences locales d'exécution dans le cadre du programme Piforest est prévue pour ce mois d'août, accompagnée d'une stratégie de rattrapage des cibles afin de permettre un démarrage effectif des opérations sur terrain. Monsieur Samuel Benka, expert en développement social, a tenu à présenter un aperçu approfondi des mécanismes de gestion des plaintes. Le gouverneur Iron Van Kalombo Moussoko a pour sa part rendu un hommage appuyé au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses efforts de pacification du pays, en particulier dans l'Est, ainsi pour sa diplomatie proactive avec les partenaires techniques et financiers en faveur du bien-être des Congolais. Et la rédaction française de la RTNC vous propose un focus sur les nouvelles entrées et permutations du nouveau gouvernement Souminois II.
Depuis quelques heures, les membres du gouvernement souminois sont connus, un gouvernement qualifié d'ouverture. À la lecture de cette ordonnance présidentielle par la porte-parole du président de la RDC, l'opinion publique s'est rendue compte de nouvelles têtes qui font leur entrée. Grace Coutunois à la jeunesse, Guillaume Gueffa à la justice, John Banza aux infrastructures, Ferdinand Massamba à l'emploi, Marie Niangue remplace F. Bazaïba à l'environnement, ces dernières est nommée ministre aux Affaires sociales. Au gouvernement souminois 2, après 13 ans d'absence, Adolphe Mouzito est nommé vice-premier ministre en charge du budget. Cet ancien premier ministre a occupé le même poste entre 2007 et 2009. Il mettra son expertise au service de la nation. Didier Manzenga cède son fauteuil à l'activiste Floribert Azoulini à l'intégration régionale. C'est premier désormais ministre du tourisme. Parmi de nouvelles têtes, l'on note Arlette Bahati, ministre déléguée à l'environnement. Patrick Mouyaya Katembwe conserve son fauteuil à la communication et médias porte-parole du gouvernement. Le changement de narratif poursuit son chemin. Molendo Sakombi quitte les hydrocarbures pour les ressources hydrauliques et l'électricité. José Panda signe son retour cette fois-ci au Pétentique. Augustin Kibasa Maliba va désormais s'occuper de l'économie numérique. Onej Ntele, ancienne vice-ministre de Finances, promu ministre des Affaires foncières, remplaçant Akassia Bandoubola, affecté aux hydrocarbures. Noëlla Yeganagato, vice-ministre des Affaires étrangères, elle laisse son poste à la jeunesse. Ces gouvernements composés de 53 membres, dont 6 vice-premiers ministres, 12 ministres d'État, 24 ministres, 5 ministres délégués et 6 vice-ministres aura comme principale tâche améliorer les conditions sociales des Congolais. Voilà, Madame, Messieurs, qui boucle complètement cette grande édition de la mi-journée coordonnée par Mireille Ndekeami. L'actualité reste en continu sur nos antennes. Excellente suite de programme. Chez vous. Au revoir.